Ah, c'est formidable tout ce qui se dit sur cette main stage de Paris, la Défense Arena, pour ces 2 jours de Go Entrepreneur. C'est l'édition des 30 ans. On est tellement heureux, tellement fiers. La force du collectif. Et puis, à l'intérieur de Go Entrepreneur, on essaie de découvrir un petit peu toutes les tendances du moment. Alors, ChatGPT, bien sûr, on ne cesse d'en parler en ce moment. Chacun se passionne pour la version 4 pour l'instant, peut-être la version 5 à terme. En tout cas, voilà, grâce ou à cause de ChatGPT, on reparle d'intelligence artificielle. Comment tirer profit de l'intelligence artificielle? On va en parler avec 2 chefs d'entreprise talentueux, puis l'un des grands experts en France du secteur. Ces chefs d'entreprise, c'est Marion Carré. Bonjour Marion. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Cofondatrice d'Ask Mona, qui évolue dans la culture. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et puis vous, Maximilien. Bonjour Maximilien. Bonjour. Maximilien Lévesque, président fondateur de Akemia. Là, on est dans le domaine de la santé, de la recherche sur les médicaments. Cet expert, c'est Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens et auteur de La tyrannie du divertissement, qui est déjà en réimpression depuis sa sortie en mars. Ça marche très très fort justement. Et je le disais, vous êtes un bon spécialiste de l'intelligence artificielle. À titre personnel, parlez de moi une demi-seconde. Le premier qui m'a parlé de ChatGPT, c'était l'an dernier, à la fin de l'année dernière. C'est monsieur Olivier Babot. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Grâce à lui, j'ai tout compris. Ouais, j'ai encore plein de questions à lui poser. Voilà, très très bien. Alors oui, on va parler, je sais pas, allez, Akemia par exemple. Maximilien, on va commencer avec vous, je n'ai pas de préférence, bien sûr. C'est une pépite française. Merci. Ah ouais, franchement, dont on devrait tous être fiers, qui évolue dans le secteur de la santé, qui évolue dans le giron de France Biotech, c'est-à-dire l'association de référence du secteur, de toutes ces health tech, le domaine de la santé. Expliquez-nous ce que fait Akemia. Vous travaillez sur la recherche de médicaments, mais justement grâce à l'intelligence artificielle. Alors il faut nous en parler. En fait, vous avez absolument tout dit. Ah bon? C'est-à-dire qu'Akemia, c'est une start-up. Alors, je suis un ancien chercheur du CNRS et de Normal Sup. Oui. On est une spin-off qui s'appelle de ces 2 instituts, où on a inventé une technologie qui invente ce qu'on espère être des futurs candidats médicaments grâce à de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est un peu comme ChatGPT, sauf qu'on n'invente pas des phrases. C'est un peu comme Midjourney, sauf qu'on n'invente pas des images. C'est de l'IA générative pour inventer des médicaments. Je vais essayer de simplifier encore, faire un peu de pédagogie. Qu'est-ce que c'est? Vous simulez, c'est quoi? C'est une espèce d'outil de simulation pour se projeter, pour se dire, ce médicament, il peut tenir la route. Ce médicament, au contraire, on le dégage et on ne va pas attendre 10 ans, parce que c'est long de mettre en place un médicament, c'est trop long. Un vaccin. Alors, on a vu pendant le Covid, on a fait ça extrêmement vite. Bon, c'est peut-être justement chercher l'erreur, mais heureusement qu'il y a eu ce vaccin, parce que la Terre a recommencé à tourner. Mais quelque part, voilà, c'est histoire de gagner du temps. C'est l'histoire de gagner du temps et puis surtout, je crois, de trouver des médicaments pour des maladies qui aujourd'hui n'ont pas de médicaments. Très concrètement, ce qu'on fait, je vais donner une analogie, c'est qu'une maladie, c'est comme ce qui est responsable de la maladie dans le corps humain, ça s'appelle une protéine, une cible thérapeutique, c'est comme un verrou, et le médicament, c'est comme une clé qui vient soit bloquer, soit activer justement le verrou qui fait qu'à la fin, on est malade ou pas malade. Ce que fait notre IA générative, c'est qu'elle invente cette clé idéale pour le verrou, même pour des verrous qui n'ont jamais vu de clé, c'est-à-dire même pour des maladies pour lesquelles on n'a jamais trouvé de médicaments. Vous travaillez pour qui? Pour votre propre laboratoire, Oui. ou pour des gros laboratoires également? On travaille d'abord en propre, on développe nous-mêmes nos candidats médicaments pour les maladies qu'on a choisies, en particulier en oncologie et immuno-oncologie, c'est-à-dire pour soigner des cancers, très concrètement. Et on travaille aussi en partenariat avec de grands laboratoires pharmaceutiques, par exemple Sanofi, Servier, Janssen et d'autres, qui viennent nous voir avec ces verrous, avec ces cibles thérapeutiques et qui espèrent, avec nous, trouver la clé, c'est-à-dire inventer le candidat médicament. Ouais. On gagne du temps et on gagne de l'argent également pour ces laboratoires, qui sont des entreprises. Oui, mais nous sûr, aussi. Qui emploient des... Non, mais justement, voilà, comme vous, qui emploient des collaborateurs, voilà. Et donc, il faut aller vite, voilà, clairement. Il faut aller vite. Voilà. Parce qu'on le disait, c'est vrai que dans un laboratoire, on peut mettre 10 ans, 12 ans, et on se dit au bout de 12 ans, bah non, on arrête, on jette tout et on recommence. Ouais, c'est ça la recherche de médicaments, c'est extrêmement difficile. On dit toujours, oui, les laboratoires gagnent de l'argent sur le dos des malades. Non, c'est pas vrai. Enfin, Alors concrètement, en moyenne, un médicament, c'est 10 à 15 ans de recherche à financer, donc, avec un coût
de 1 à 2 milliards. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, ce sont des entreprises rentables. Nous sommes une entreprise rentable. On fait J'espère. quelques millions de chiffres d'affaires, de revenus, pardon, par an. On espère beaucoup plus cette année. Et donc oui, c'est à la fois la beauté de si on fait bien notre travail, c'est-à-dire si on trouve des médicaments et qu'on soigne des gens, alors c'est un très beau business. Marion Carré, on n'est pas du tout dans la santé avec vous, on est dans la culture à la tête de Ask Mona. C'est le premier chatbot culturel français assistant personnel. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors effectivement, on a commencé par cette envie de se dire comment est-ce qu'on peut permettre à chacun de trouver la bonne sortie culturelle en fonction de ses envies. Donc on s'est lancé là-dessus en 2017 et depuis, chemin faisant, ce qu'on fait a bien évolué. Aujourd'hui, on propose une solution aux institutions culturelles qui leur permet de gagner du temps, faire gagner du temps à leurs équipes et d'améliorer l'expérience de leurs visiteurs. Et pour vous expliquer plus concrètement ce que ça fait, je vais prendre un peu le parcours du visiteur qui se rend dans une institution culturelle. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience, des fois vous avez une question à poser. Par exemple, vous voulez savoir si vous pouvez venir avec votre valise ou pas. Si vous n'avez pas la réponse en temps voulu, il y a de fortes chances que vous ne vous rendez pas sur place. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de faire en sorte que n'importe quel visiteur puisse avoir la réponse à sa question avant de venir. Et on fait aussi gagner du temps aux professionnels des institutions culturelles pour répondre. Ça, c'est avant la visite. On lève les freins pour faire venir les publics. Pendant la visite, on vient enrichir l'expérience. On propose une solution qui permet, par exemple, de prendre en photo des œuvres d'art et à partir de là, de démarrer une conversation pour en savoir plus, de recevoir, par exemple, des contenus audio, des vidéos, plein de choses qui peuvent vous donner de nouvelles clés de lecture pour comprendre ce que vous avez devant vous et augmenter un petit peu l'expérience. Et après la visite, on ne s'arrête jamais, on continue toujours à expérimenter. On vient de lancer une solution qui permet de prolonger l'expérience en utilisant quelque chose que les gens achètent beaucoup en boutique de musée, qui est le magnet, qui permet d'avoir au dos un QR code pour échanger avec un personnage, souvent un personnage historique en lien avec le lieu qu'on vient visiter. Donc c'est ce type d'expérience qu'on vient proposer en mobilisant l'intelligence artificielle pour les institutions culturelles. Et vous travaillez donc avec quoi? Des grands musées, des grandes salles de spectacle? Ce sont vos clients, c'est ça? C'est ça, des grands et des moins grands. C'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir accompagner des institutions comme le Colisée à Rome, le Centre Pompidou, des très grosses institutions, mais aussi des institutions de plus petite taille parce qu'elles ont toutes des problématiques différentes et on cherche vraiment à leur apporter de la valeur et à venir améliorer l'expérience de leur public. D'un mot, vous êtes qui et comment vous avez créé cette boîte, Ask Mona? L'idée est venue d'un ancien projet qui consistait à valoriser l'histoire de Paris avec des formats innovants et des personnes qui demandaient des recommandations de sortie culturelle. Donc d'un premier projet est né un deuxième qui a ensuite évolué vers ce qu'on fait aujourd'hui. Olivier Babot, vous venez d'écouter Marion, Maximilien, vous avez même pris des notes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux entreprises qui ont développé leur business grâce à l'intelligence artificielle, la recherche de médicaments pour l'un, les sorties culturelles pour l'autre? Ce sont deux exemples passionnants parce qu'ils sont très divers et pourtant c'est une goutte d'eau dans un océan d'initiatives incroyables en face desquelles on est. Vivre en 2023 et a fortiori entreprendre, c'est à la fois exaltant et extrêmement inquiétant. On a devant nous une magnifique roue, mais en fait la bonne représentation de ce sur quoi on est tous, ce serait une exponentielle. Vous voyez la fonction x2 par exemple, voilà. Une exponentielle, ce qu'il faut regarder, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération. C'est pas la dérivée, c'est la dérivée seconde. C'est-à-dire le fait que ça va vite, mais ça va de plus en plus vite. Regardez, l'âge de pierre, il a duré 3,3 millions d'années. Pour passer de l'âge de bronze à l'âge de fer, il a fallu seulement 2000 ans. Pour passer du premier vol des frères Wright à un moment où on a marché sur la Lune, il a fallu 66 ans. Et pour que ChatGPT ait 5 millions d'utilisateurs, 1 million, pardon, il a fallu 5 jours. Ça va de plus en plus vite et ça c'est troublant parce que le rythme fait beaucoup dans la capacité d'innovation. Quand vous aviez un siècle, quand vous aviez 1000 ans, a fortiori plusieurs millions d'années pour utiliser la même technologie, eh ben, les bouleversements sur évidemment la société n'étaient absolument pas à la même vitesse. Le problème c'est que jusque-là, il y a 6 mois, on aurait fait cette conférence. On aurait dit bon, l'intelligence artificielle c'est sympathique, ça permet de faire des trucs bien, mais en gros on a vu ce qu'il y avait à voir, on est sur un faux plat. Il ne va rien se passer de très important avant 30, 40 ans. Depuis 6 mois, c'est fini. Depuis 6 mois, on est en train de se rendre compte qu'on est en réalité à un moment de l'exponentielle, d'accélération vraiment complètement folle, où on ne compte plus en années,
On compte en mois, peut-être même en semaines. Voilà. On n'attendait pas ChatGPT 4 aussi rapidement. Il faut se souvenir que ChatGPT 3.5, il avait du mal avec un exercice de CM2 de maths. ChatGPT 4, vous lui montrez une photo d'un exercice de concours d'entrée à Polytechnique, je crois le concours de physique, si je ne me trompe pas, il vous donne en quelques secondes le corrigé parfait. Voilà. Donc vous voyez l'exponentielle et l'extraordinaire progression. Il ne faut pas faire l'erreur de Kodak. Kodak n'a vu que la technologie. D'abord, il n'a pas vu que c'était le futur de son business. Lui, il vendait des pellicules. Il avait la technologie des images, de la photographie numérique. Il s'est dit, bon, bah, c'est moche, c'est pas terrible. La qualité, c'est quand même loin de l'argentique, ça ne m'intéresse pas. Il faut regarder la trajectoire. Et la trajectoire, elle est complètement, incroyablement bluffante. En fait, on ne sait pas décrire un monde dans lequel l'un des trucs les plus rares, avec peut-être le diamant et l'or, c'est-à-dire l'intelligence, va être disponible à coût marginal zéro pour tout le monde. Voilà. Et en fait, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de préparer la guerre d'hier. Vous savez, on l'a toujours fait. En 1939, on était hyper bien pour la guerre de 14. On était à fond. Les années 2000, c'était quoi? C'était les années start-up. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était les plateformes qui jouaient sur les coûts marginal zéro, et 2, l'idée de start-up qui allait prendre un besoin, aller faire le codage qui était un peu fastidieux derrière, et puis proposer l'app sur l'App Store. Et puis c'était comme ça que vous vouliez faire fortune, ok? Même si faire fortune n'est pas le but absolu. L'idée, c'est aussi une aventure, évidemment. Aujourd'hui, le risque, c'est qu'avec ChatGPT, vous puissiez être chacun d'entre vous dans cette pièce, et tout le monde dans le monde entier, le codeur de votre propre application à volonté, puisqu'elle sait coder elle-même. C'est-à-dire qu'on abaisse encore plus le seuil d'entrée dans la capacité à l'innovation et à la production. Exactement comme, et je termine là, mais de la même façon que les réseaux sociaux ont fait de nous tous des médias, on est tous notre propre média. De la même façon, là, avec ChatGPT, on peut être tous notre propre programmeur, notre propre entrepreneur, le propre fournisseur d'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activité, qu'il n'y a plus d'entreprise, mais il y a des possibilités inouïes qui sont en train de naître, mais c'est très difficile de dire quelle forme ça va prendre. Ouais, alors justement, c'est intéressant parce que vous avez utilisé des termes comme bluffant, troublant, Olivier Babot. La question qui se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on en tire profit? Et est-ce qu'on doit freiner cette courbe ascendante en permanence? Certains commencent à s'inquiéter, Elon Musk notamment. Au niveau de l'Union européenne, on commence aussi à vouloir un petit peu freiner tout ça. Qu'est-ce qu'il en est exactement, justement? Faut le freiner? Faut laisser aller? Faut prendre un petit... Essayer de freiner un TGV à pleine vitesse. Qu'est-ce qu'on va faire? L'Europe va dire, nous, on ne va pas toucher à ça? Est-ce que c'est à peu près comme dire, nous, la révolution du néolithique, l'agriculture, on n'en veut pas? L'Australie avait essayé d'ailleurs. Nous, on n'a pas envie de la roue parce que non, on n'a pas envie non plus de l'eau courante parce que ça va faire mettre des porteurs d'eau au chômage. C'est juste pas possible en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné où la puissance économique et la puissance militaire sont liées profondément à la technologie dont vous disposez, toutes ces technologies par exemple de cybersécurité et en phase d'attaque, si vous ne les avez pas, si vous décidez de ne pas vous armer et de ne pas changer votre société au contact de ces technologies, vous allez juste vous faire bouffer par les autres. Et je vous signale que dans le monde, on n'est pas totalement tous avec le même état d'esprit, si vous avez un peu remarqué. Hein. Donc si avec l'Europe dans le monde, à la limite, on pourrait dire, nous on est tous des gentils. Donc c'est formidable. Embrassons-nous Folleville, faisons une ronde. On arrête l'eau, le robinet. Voilà, on arrête l'eau et puis on dit bon ça va. Non, malheureusement, je pense que tous les anathèmes et toutes les tentatives de freiner les manipulations biologiques, par exemple, elles font juste que nous on prend du retard. Je pense qu'il faut avancer d'abord et réguler ensuite. Sachant que le risque en plus, c'est comment tirer profit de l'intelligence artificielle. Le risque, c'est que l'intelligence artificielle tire profit de nous, hein, en fait, très concrètement et beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Voilà. Le regard justement de deux utilisateurs de l'IA sur ce côté, j'allais dire, insubmersible quelque part que décrivait Olivier, mais quand il disait insubmersible, il disait voilà, c'est ça, c'est la réalité, voilà, il faut faire avec justement. Maximilien? Je ne vois pas, ne vis pas, n'entends pas ça comme un risque, mais comme une immense opportunité. Concrètement, moi, c'est mon business. Ouais. Je pense qu'on va trouver des médicaments qu'on n'aurait pas pu imaginer sur l'intelligence artificielle. Je pense que ChatGPT donne accès à de la connaissance et de la créativité. C'est ça qui est ouf. À des gens qui n'y avaient pas accès. Je pense que tout simplement écrire un mail, c'est d'avant-hier et que demain, on demandera à ChatGPT rapidement de nous écrire un truc. C'est du gain de temps. C'est pour des... Bref, c'est immensément d'opportunités. Et donc, je ne comprends pas tellement
L'idée de se dire, les opportunités sont tellement folles, freinons des quatre fers. C'est pas du tout ce qu'il a dit, Olivier. J'allais dire, je m'aligne oui, pas totalement. Moi aussi. avec ton message. Bien sûr. Marion. Effectivement, on n'a pas, je pense, les moyens d'arrêter ça pour toutes les raisons économiques, géopolitiques, ou sinon on arrête, forcément ça va continuer à se déployer par ailleurs. Et surtout dire, il faut arrêter, il ne faut pas aller plus loin que les possibilités avec par exemple GPT-4. C'est ignorer ce qui se passe déjà. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a déjà un grand nombre de bouleversements. Il y a déjà la capacité de démultiplier un certain nombre d'effets compliqués sur, par exemple, le fait de pouvoir créer des fake news à l'appel. Il y a déjà des enjeux qui sont très importants, mais la bonne nouvelle, c'est que comme l'intelligence artificielle, alors là, ça y est, c'est de nouveau en plein boom, mais en fait, on a des décennies de recul sur cette technologie, avec à chaque fois des forts espoirs, et ensuite des périodes qu'on a appelées des hivers, donc plusieurs fois, c'est retombé, c'est remonté, etc. Mais donc, il y a des gens qui ont eu le temps de se poser des questions sur la partie éthique. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ou non. Moi, je trouve ça très bien qu'on soit rassemblés ici aujourd'hui, que vous soyez tous présents autour, pour qu'on puisse tous chercher à comprendre, ok, mais au-delà des craintes, qu'est-ce que ça fait et comment on peut s'en servir. Justement, Olivier Babot, comment on peut s'en servir? Comment des futurs dirigeants d'entreprise ou repreneurs d'entreprise qui sont autour de vous peuvent en profiter? Comment la France peut-être a une carte à jouer? Voilà, puisqu'il faut profiter de ce mouvement et surtout pas le freiner, parce qu'on ne peut pas le freiner, et vous avez raison, il ne faut pas miser sur le passé, il faut miser sur le futur. Déjà, tout le monde va en profiter parce que l'IA générative, parce que c'est ça, il n'y a pas de ChatGPT, il y en a d'autres, il y a Bard notamment. L'IA générative, c'est ce qu'on appelle une GPT, justement, une General Purpose Technology. C'est une technologie à usage général, comme l'écriture, la vapeur, l'électricité. Et c'est des choses qui provoquent des révolutions extrêmement profondes. Donc, c'est une nouvelle révolution complètement folle qu'on va tous pouvoir utiliser. Et je crois que nous tous, autour de nous, on a des gens qui commencent tous les jours à travailler ChatGPT. Avec ChatGPT, hier, vous commenciez, vous ouvriez Google en arrivant le matin au bureau. Aujourd'hui, vous allez être en permanence en dialogue avec votre IA générative qui va vous permettre, qui sera peut-être d'ailleurs votre compagnon, votre compagne, votre amant, votre psy, le conseiller. Ça peut être une infinité de choses. Alors, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va rester à l'humain, d'ailleurs, en grande partie. Alors, comment tirer parti de profit d'intelligence artificielle? Il y a un grand principe que tout le monde connaît. Au moment de la ruée vers l'or, les seuls qui gagnent de l'argent, c'est les vendeurs de pioches. Il faut donc vendre la pioche. Est-ce que j'ai la réponse à qu'est-ce que la pioche pour ChatGPT? La réponse est non. Mais voilà, je vous ai déjà dit ça. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va rester? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester rare? Parce que l'économie, c'est la science de la rareté. S'il n'y a plus de rareté, en fait, théoriquement, le problème économique est réglé. Puisque, alors, il y a encore des trucs qui vont rester rares. La place en première ligne devant la mer, par exemple, ça c'est rare. Alors l'intelligence humaine ne le sera plus, et donc ça va créer quelque chose d'assez inédit. Il y a un truc qui va être rare, je vais vous dire, c'est la présence physique. Alors je donnais tout à l'heure un exemple là, dans le studio, mais vous devez embaucher quelqu'un. Vous allez recevoir un magnifique CV avec une magnifique lettre de motivation. Est-ce que vous allez la lire? La réponse est non, elle va être écrite par l'ordinateur. Le mail écrit par ordinateur, vous allez aussi le lire, vous allez peut-être le faire lire à votre propre ChatGPT d'ailleurs. Qu'est-ce qui va rester? La vraie présence, le vrai être humain qui va être en face de vous. C'est ça. Et l'humain va rester un moment, c'est-à-dire que l'humain va être totalement aidé par l'intelligence artificielle. Olivier citait l'exemple de CV. Une DRH doit recevoir à peu près, j'en sais rien, des milliers de CV dans ça, et si c'est pas plus quand c'est les grands laboratoires. Donc l'intelligence artificielle va faire le tri. À un moment, il y a quand même un humain, un médecin qui est derrière, ou je sais. En fait, je pense que ça pose la question de comment est-ce qu'on se perçoit. On n'est pas juste des personnes qui produisons du texte toute la journée ou qui produisons des images, et en fait, on fait beaucoup plus de choses. Et sur certaines professions, par exemple, avant tous ces ChatGPT et compagnie, il y avait cette émergence du prompt art quelques mois avant, ce texte qui se transforme en image, et on a dit c'est terrible, les artistes vont disparaître. C'est vrai. Mais en fait, un artiste, ça fait beaucoup plus que juste produire une image. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les pratiques autour de ça. Si aujourd'hui l'image ne suffit plus, si aujourd'hui la lettre de motivation ne suffit plus, il y a des usages à changer, mais en tant qu'humain, on fait beaucoup plus que produire des textes, des images ou des choses comme ça. C'est plutôt des outils à mobiliser pour nous consacrer du temps ensuite sur d'autres aspects, mais ça ne peut pas remplacer beaucoup de choses de ce qu'on fait et de ce qui fait notre essence en tant qu'être humain. Ça aide, mais ça ne remplace pas. Maximilien? Non, je crois que je suis tout à fait aligné avec ça, c'est-à-dire que tous ces outils, par exemple le CV, etc., c'est pour gagner du temps.
on aura un outil de plus qui nous permettra de gagner du temps et d'avoir De trier. une relation avec le candidat ou la candidate, par exemple, beaucoup plus riche, par exemple présentielle, par exemple à poser des questions beaucoup plus de fit, fit en termes de caractère. C'est pas ChatGPT qui va vous inventer un caractère. Est-ce que vous cherchez une boîte dans laquelle les gens vont être des pitbulls, ou est-ce que vous cherchez une boîte de bisounours, ou est-ce que vous cherchez une boîte en fait, on va pouvoir se concentrer sur des choses qui sont plus de l'individu, je crois, et pas du general purpose. Donc la technicité... On va se resserrer Oui. sur le personnel, sur la l'humain. personne. Ouais. Et la créativité de chacun est loin d'être, et je n'y crois pas du tout, d'être intégré dans un general purpose tech truc, dans un GPT. Donc non, au contraire, ça va nous permettre, je le pense, de nous concentrer sur ce qui fait qu'on est chacun unique et qu'on fait individuellement des choses exceptionnelles qui peuvent se mélanger dans un collectif. Et tout le reste, ce sera de l'IA générative. Je tiens à dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le point, c'est ChatGPT, ça n'a pas de vie, on ne peut pas l'arrêter ou quoi. C'est des gens, c'est des chercheurs derrière qui donnent l'accès à la pioche, à ChatGPT, quelle société, etc. Ça, c'est passionnant comme question. Et alors, pas plus la réponse que Olivier? Ma réponse à moi, aujourd'hui, ce sont des sociétés, principalement des anciennes startups anglo-saxonnes. Je pense que là, il y a un avantage technologique français, un savoir-faire en mathématiques unique au monde, qui nous permet, nous autres Français, de faire partie de ce raz-de-marée de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper. Les patrons de AI, de l'intelligence artificielle à Facebook, à Google, etc., viennent de chez nous. ce sont des Français. La France a une carte à jouer, c'est une question que je Mais il y posais a tout à l'heure. effectivement Marion. une question de où est la pioche, parce qu'il y a ces grands, ce qu'on appelle les large language models, qui sont un peu la base qui permet tous ces usages. Donc GPT-4 en est un, mais il y en a beaucoup d'autres effectivement. Et au-dessus de ça, la phase émergée de l'iceberg, c'est toutes les applications qu'on vient construire par-dessus, et que du coup on peut effectivement construire les uns et les autres de plus en plus facilement. Donc est-ce que, mais ça vient changer du coup des équilibres aussi, ça veut dire que on va tous devenir assez dépendants de ces gros modèles qui sont construits par un certain nombre d'entreprises. Est-ce qu'elles sont françaises? Est-ce qu'elles ne sont pas françaises? La plupart du temps, elles ne le sont pas. Donc je pense que ça vient créer aussi des bouleversements sur ces équilibres-là. L'intelligence artificielle est-elle suffisamment accessible aux entreprises? Olivier Babot, est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce que chacun peut en profiter de la même façon? Apparemment, ça va être disponible à coût relativement faible pour le coût quasiment... ça va devenir une commodité. Hein. Vous payez votre abonnement Netflix, l'eau, le gaz, et puis vous aurez votre flux ChatGPT. D'autant plus que les fournisseurs, ils auront intérêt. Pour eux, c'est extrêmement scalable. Et il ne faut pas oublier que leur outil apprend de votre usage. Donc pour eux, c'est un gain qui est double. Mais il y a une question qu'on n'a pas... Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est Schumpeter. Bon, c'est quand même le mot central dans l'affaire. Voilà. Destruction Qu'est-ce qui créative. reste? Qu'est-ce qui disparaît? Voilà. Jusque-là, alors est-ce que c'est pas l'histoire du petit garçon qui crie au loup? Vous savez, il crie au loup tout le temps et puis le loup vient pas, donc à la fin on le croit pas. Le jour où il crie au loup pour de vrai, il se fait bouffer. Ça fait longtemps qu'on dit « Ah mon Dieu, les emplois vont disparaître ». Et puis ils ne disparaissent pas du tout. En fait, il y en a plein qui vont se créer. Bon, quand même, ce que je constate autour de moi, c'est que on risque d'arriver dans un monde un peu compliqué où, alors c'est bizarre parce on est en plein débat sur les retraites. C'est la revanche des seniors. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Les gens qui sont seniors et qui ont donc leur couche de seniorité, ils me disent « C'est génial, j'ai plus besoin de juniors. Je fais travailler l'intelligence artificielle. » Les juristes, par exemple. Ils vont me faire des recherches de jurisprudence dans toutes les langues, sur des milliards de documents. Ça aurait pris des mois et des mois. Ils rédigent parfaitement. Ils font des projets de contrat. Jusque-là, c'était un junior qui faisait ce truc-là. Oui. J'en ai plus besoin. Ça me coûte 10 fois moins cher, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois en réalité. Hein. Ça me coûte 10 000 fois moins cher. Un junior tout chargé, c'est 6 000 balles par mois. Hein. Et là, ça coûte quoi? 20 balles. Voilà. Et c'est à l'infini, il ne se fatigue pas, il ne prend pas de vacances. Il fait pas grave. Et en fait, c'est extraordinaire. Je peux faire beaucoup mieux, avoir plus de valeur ajoutée pour moins cher. Le problème est, qu'est-ce que tu fais dans un monde où tu n'as plus besoin de junior parce que pour devenir senior, il faut commencer par être junior. Il pourrait y avoir un petit problème de ce type-là. Bon, l'autre idée de Schumpeter, c'est théoriquement, il y a plein de choses qui vont se créer. Oui. Dans plein de domaines, la question est-ce que l'augmentation du niveau de compétences ne va pas commencer à poser vraiment problème? Parce que là, on va comme tutoyer Bac plus 5 très très rapidement. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter que le QI en langage de ChatGPT 4, c'est 155. Ça laisse derrière 99,9% de la population, c'est-à-dire probablement tout le monde dans cette salle, en tout cas surtout y compris moi. Il y a un problème à un moment donné qui fait que
pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle, il va falloir être de meilleur en meilleur. Je ne sais plus qui disait aussi sur Twitter, vous n'allez pas être remplacé par l'IA, vous allez être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Or, pour utiliser l'IA, pour bien utiliser ChatGPT, il faut par exemple aujourd'hui avoir l'œil aguerri pour voir quand il y a des conneries, quand il y a des hallucinations, quand il raconte n'importe quoi. Il faut une vraie compétence. Et donc je dis, et je termine là-dessus, mais c'est le syndrome de la calculatrice. La calculatrice, elle te permet soit de ne plus connaître l'étape de multiplication, mais alors tu es dépendant à 100% de la machine, soit de devenir chercheur en mathématiques et de prendre appui là-dessus pour faire des choses beaucoup plus intéressantes. Le risque, encore une fois, c'est mon bouquin d'avant, mais c'est la polarisation. Voilà, ça va favoriser le fait que les mecs vont plus apprendre à écrire. Moi, j'avais des étudiants en fac, mon boulot c'était de leur apprendre à écrire des rapports. Bon, au bout de 2 questions, 2 travaux en groupe, j'ai constaté que c'était ChatGPT qui le faisait. Ils écrivaient à leur place. Oui, mais du coup, ils ne savent pas écrire. Bon, vous allez dire, ChatGPT va le faire. Mais ça veut dire que vous n'avez plus d'œil critique sur ce que fait la machine. Donc, vous ne servez plus à rien. Voilà. Et donc, ça, c'est le danger de croire que ce truc vous aide et vous empower, n'est-ce pas ? Alors qu'en fait, il peut vous remplacer. Il faut prendre ses distances. Enfin, en tout cas, il faut lutter. Faut pas lui laisser toutes les clés. Le 20e siècle, c'était le siècle de l'ingénieur, pardon, et le siècle du 21e, le 21e, c'est le siècle de l'honnête homme, à nouveau comme le 17e. Allez, un mot chacun, parce que là, je pense qu'on pourrait rester jusqu'à 19h ce soir. Effectivement. Marion. Le point, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Effectivement, sur des travaux étudiants, si on lui demande juste de générer des textes, il risque d'y avoir des problèmes sur les sources. Et du coup, la question des sources devient vraiment très importante. Mais en fait, ChatGPT et toutes ces autres applications, on peut leur demander de nous aider à réfléchir. On peut dire, par exemple, tiens, je réfléchis à un plan de communication pour tel ou tel sujet, pose-moi les bonnes questions. Et en fait, on en parle pour produire quelque chose, produire du texte. Et effectivement, il ne faut pas attendre de la véracité aujourd'hui de cet outil-là, mais il y a d'autres usages qui sont assez pertinents à exploiter. Maximilien, ça sera le mot de la fin, je pense. Ah oui, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. Hein. Ouais, moi, je reviens sur l'opportunité. Je ne partage pas l'idée que les juniors deviennent inutiles. Au contraire, c'est l'expertise qui va être mise en difficulté, parce que la connaissance sera encore plus facilement accessible. Coup de phrase. Par contre, je reviens, si c'est le mot de la fin, je veux que ce soit un joli mot de la fin. Ouais, optimiste quand même. Hein. Non, mais carrément. En fait, vraiment, c'est une opportunité de soigner des gens qui n'ont jamais... C'était presque le mot de la fin. Qui ne sont pas soignés aujourd'hui. Ouais. D'apprendre d'une façon absolument qu'on n'aurait pas imaginé il y a ne serait-ce que quelques années, etc. etc. C'est un nouveau monde d'opportunités. Allez, vraiment le vrai mot de la fin. Vous savez que le professeur d'Alexandre le Grand, c'était Aristote. Il fallait être un prince pour se payer le meilleur professeur du monde. Et depuis, l'école, elle est obligée de faire avec des profs qui sont malheureusement pas les meilleurs du monde devant plein d'étudiants et pas un seul. Alors que le préceptorat, c'est ce qui marche le mieux. Et on se rend compte que l'apprentissage, finalement, c'est le cœur du truc. Et demain, on aura tous Aristote qui va pouvoir apprendre à nous et à nos enfants. Le meilleur prof du monde sera à disposition en permanence. On entre dans un monde fascinant. Voilà. Et ben voilà, applaudissements. J'ai adoré ces 3 interventions, donc d'Olivier Babot, de Maximilien Lévesque, de Marion Carré. Olivier Babot à la tête de l'Institut Sapiens, la tyrannie du divertissement. Allez voir ça, il y a un long week-end qui se profile, là, le week-end de Pâques, vous aurez une journée de plus. Hein. Maximilien Lévesque, félicitations pour tout ce que vous faites pour la santé à la tête d'Acamia. Et puisqu'on parlait de week-end de Pâques, de sortie, allez voir ce que fait Ask Mona, Marion Carré. Elle va vous aider justement si vous hésitez dans vos sorties. Dans un instant, des entrepreneurs qui participent à cette économie résiliente, cette société plus efficiente, plus vertueuse également. Business Green, les nouveaux modèles en vogue. On va voir ça. 2 très beaux exemples à suivre toujours sur cette main stage ici à Go Entrepreneur. À tout de suite.